Bon, on va donc enchaîner sur cette deuxième partie, la deuxième partie de cet événement, qui est donc une discussion politique sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir la lutte contre toutes les LGBT-phobies. Et pour ça, je vous les ai promis, 3 invités de haute volée. Alors, tout d'abord, un camarade berlinois. Il est co-animateur de Berlin Insoumise, militant LGBTI et candidat sur la liste Faire-Mieux que Asma a évoqué juste avant. Il vient nous parler aujourd'hui du programme de la FI sur les questions des droits des personnes LGBT+. Un tonnerre d'applaudissements pour Hugo Lucas, mesdames et messieurs. Voilà. Et ensuite, rien que pour vous, non pas un, mais 2 députés. Eh ouais. Tout d'abord, un député de la Haute-Garonne depuis 2022. C'est également un peu notre parrain ici, chez Berlin Insoumise, puisque c'est le député référent de notre circonscription. On est donc d'autant plus content qu'il revienne nous voir. Faites un max de bruit pour Adrien Clouet. Et enfin, une députée de la Seine-Maritime, depuis 2022 elle aussi, elle atomise régulièrement tous les éditorialistes dégénérés des plateaux télé. C'est la boss girl, la badass bitch, que dis-je, la queen, Alma Dufour. Alors, merci à tous les 3 d'être là. Bon, Hugo, toi, ça va, t'as pas fait trop de chemin. Le régional de l'étape. Toi, Adrien, t'es déjà venu plusieurs fois. Alma, première fois à Berlin ou 3e? Yeah. Bah, très content de vous avoir aujourd'hui. Alors, 2 petits disclaimers avant qu'on commence. D'abord, Alma, vu que je fréquente régulièrement Asma ici présente, il n'est pas interdit que je t'appelle Asma plusieurs fois dans cette conversation. On l'a déjà fait à l'école. Ouais, ce sera pas volontaire et je te prie de me pardonner. Et le deuxième disclaimer, donc par souci de transparence, parce que chez nous on aime la transparence, les questions que j'ai préparées ont été transmises en amont à nos invités pour qu'ils puissent potasser nos sujets. Donc voilà, je les prends pas au dépourvu. Ma première question, tout simplement, c'est présentez-vous pour les gens qui vous connaîtraient pas. Quelles sont vos fonctions, votre parcours politique, votre engagement, tout ça. Je commence. Oui. Est-ce que ça marche? Ouais. Oui. Ouais. Donc bonjour, moi c'est Hugo Lucas. J'habite à Berlin depuis 7 ans et je suis donc sur la liste Faire-Mieux pour les élections consulaires. Comme l'a dit Pierrick, je suis aussi dans le groupe de travail LGBTI. Donc il y a 40 groupes thématiques à la France Insoumise sur tous les points du programme, etc. Et voilà. Et je suis co-anime de Berlin Insoumise. Et bonjour, Adrien Clouet, vice-président du groupe de la France Insoumise et co-responsable du programme. Et évidemment ravi d'être ici puisque je travaille beaucoup sur les questions franco-allemandes comme député référent de la circonscription et comme membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, enfin un ensemble de trucs comme ça. Et donc on va avoir l'occasion d'en discuter. Du coup, merci pour l'invitation. Moi, c'est Alma Dufour, députée de la France Insoumise, de la Seine-Maritime. Oui, c'est vrai. J'avais dit la Seine-Maritime. De la Seine-Maritime. Vraiment, en quelques mots, j'ai été gilet jaune, j'étais activiste pour le climat. Je suis aussi lesbienne et une personne queer. Et donc, voilà, je me définirais, je sais pas, comme une députée activiste un peu. Je fais beaucoup de clash, beaucoup de vidéos sur le terrain, beaucoup de trucs comme ça. Mais j'en fais pas des BD. Voilà. Bref, je m'arrête là. Ça nous va, très bien. T'as un micro à côté de toi, si jamais tu veux. Je vais peut-être commencer par toi, Hugo. Du coup, en rapport avec la journée d'aujourd'hui, quelles sont les mesures de votre liste, notre liste Faire-Mieux en Allemagne du Nord, pour les consulaires qui pourraient profiter aux personnes LGBT+. Est-ce que, si on prend un exemple concret, est-ce que par exemple, si une personne trans française voulait faire son changement d'état civil depuis ici, est-ce que vous seriez en mesure de l'accompagner ou d'autres cas? Ouais. Alors, pour le changement à l'état civil, justement, c'est pas possible de faire son changement de genre à l'état civil en France pour l'instant.
Donc il faut passer par un tribunal, c'est très compliqué, etc. Mais oui, donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est diriger les personnes vers des associations, des avocats spécialisés dans ces questions. Voilà, sur cette question-là. Après, sur le programme des consulaires, ouais, comme a dit Asma plus tôt, on n'a pas un champ d'action incroyable en tant que conseiller consulaire, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, il y a les subventions staff, qui sont des subventions au tissu associatif. En gros, si vous avez une association, par exemple à Berlin, et que vous voulez demander une subvention au ministre des Affaires étrangères, c'est possible. Tous les ans, il y a un appel à projet. Vous pouvez, donc, nous, les élus, les conseillers consulaires, peuvent ensuite classer les projets par ordre de priorité. Et donc voilà, et nous, on s'engage du coup, s'il y a des projets pour les assos LGBTI, à les soutenir, etc. Et aussi à faire la promotion de ce dispositif, parce qu'il est assez peu connu. L'an dernier, il n'y a eu que 5 assos qu'on demandait à Berlin, et en fait, à Munich, il y en a une vingtaine, quoi. Donc, à Munich, ils sont plus au courant pour prendre des subventions. Donc à Berlin, peut-être qu'on est moins bien organisé à Berlin, je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez par exemple pour le baguette ou pour l'omelette ou pour la couette, vous pouvez demander des sous, quoi. Et on peut vous aider à le faire, quoi. Après, il y a aussi, donc Asma a parlé du fonds de solidarité pour les VSS, où on s'engage à reverser une partie de l'indemnité des élus dans ce fonds-là et d'aider des assos comme du coup à Berlin. C'est pas les macronistes qui le feraient, hein. Donner leur propre thune pour aider les autres, ça se saurait. Et du coup, Lara Berlin, on l'a déjà fait, donc on s'engage à continuer. Voilà, donc ça c'est par rapport et aussi la Sozialsprechstunde qu'on veut faire, où du coup si des personnes sont victimes de discrimination, que ce soit au consulat, à l'ambassade ou même avec d'autres, même avec la police allemande ou les institutions allemandes, l'administration allemande, on peut aussi les aider à se diriger vers les bons interlocuteurs pour les aider, quoi. Ok, cool. Et du coup, quelles sont les mesures phares de la France insoumise, plus généralement à l'échelle nationale, en matière de droits LGBT+. Et aussi, est-ce que le programme de la FI il a évolué ces dernières années? Toi, donc, tu l'as dit, membre du groupe thématique qui bossait sur l'actualisation du programme, est-ce qu'il y a une actualisation qui est en cours pour l'échéance à venir sur... Ouais, du coup, là, on est en train de bosser du coup sur l'actualisation du programme, mais en fait, le programme de 2022, il reste d'actualité puisqu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis 2022 par Macron et par son gouvernement, ses différents gouvernements. Et c'est aussi dû parce que il y a de plus en à chaque fois qu'on a un changement de gouvernement, on a de plus en plus de ministres qui étaient dans la manif pour tous. Donc ça n'aide pas à faire avancer les questions LGBTI, forcément. Et voilà, par exemple, le changement de genre à l'état civil, donc comme j'ai dit plus tôt, on peut pour l'instant le faire que par un tribunal. Et donc nous, on veut que ça soit possible à la mairie ou à l'ambassade, voilà, par une simple déclaration, etc. Et donc ça, c'était dans le programme 2022, ça va l'être encore. Voilà, par exemple aussi la PMA pour les personnes trans. Au niveau des questions du VIH, nous, notre objectif à la France Insoumise, c'est de se battre pour une France sans sida. Et en fait, il y a aujourd'hui les progrès techniques, ou médicaux, permettraient d'avoir une vraie politique qui ferait baisser le nombre de personnes séropositives, ou en tout cas de contamination. Et en fait, les budgets ne sont pas à la hauteur pour avoir cette lutte-là. Ensuite, rapidement aussi, donc on milite pour la fin de la mutilation des personnes intersexes à la naissance, et aussi pour un renforcement de l'éducation sexuelle, les VARS, l'éducation sexuelle et affective, surtout un contrôle aussi de ce qui est donc, il y a un programme, mais en fait après dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que il peut y avoir un delta entre ça et ce que les assos qui sont invités par les établissements scolaires vont faire, vont donner
comme discours aux élèves. Voilà. Et ouais, je voulais dire aussi par rapport au changement à l'état civil, c'était une mesure qui était dans le programme du Nouveau Front Populaire, le changement de genre à l'état civil, et Macron avait dit que c'était une mesure ubuesque. Voilà. Et donc ça, quand j'ai fait un débat avec les autres têtes de liste LGBTI. Enfin non, pas les autres têtes de liste LGBTI. J'ai fait un débat avec les autres têtes de liste sur les questions LGBTI et ouais, enfin les macronistes, le gars il se rappelait même pas qu'il y avait eu ce truc-là quoi. Et je leur ai dit bon bah quand même, vous êtes bien gentils là, vous dites que vous êtes tous ouverts, parce qu'il y avait un candidat LR aussi qui a dit moi j'ai jamais été homophobe dans mes entreprises, celles que j'ai dirigées. Donc, qui était là, je travaille dans le tourisme. La moitié de mes employés sont gays, masculins sont gays, et du coup je suis parfait, il n'y a pas de problème, du coup voilà. Et, après le boulot oui, pendant le boulot non. Voilà. Et voilà. Ok, cool. Et du coup, La tête de liste, c'est Erwan Kor. Non mais connais des noms quand même. voilà, balancer les blazes. Et du coup, Hugo, mais peut-être aussi Alma et Adrien, si vous voulez réagir. En quoi ce sont des thématiques qui nous concernent toutes et tous, et pas seulement les personnes LGBT? Par rapport, par exemple, à une mesure qui a été un combat plutôt il y a 20 ans, mais sur le Pacs, aujourd'hui, 94% des gens qui font un Pacs sont hétérosexuels. Donc en fait, les combats pour les personnes LGBT, elles sont aussi bénéfiques pour tous, que ce soit pour les personnes racisées ou pour les hétéros. Du coup, voilà, c'est vraiment des combats qui ouais, en fait, si on, par exemple, sur la question trans, si on laisse des choses se faire par rapport à, qu'on laisse la transphobie progresser de cette façon-là, comme ça se passe aujourd'hui, à un moment, ça va revenir aussi chez les homosexuels et ensuite les femmes, etc. Donc voilà. Peut-être vous avez autre chose à rajouter? Non, mais oui, tout à fait. En fait, c'est des dynamiques d'intolérance qui se limitent jamais, qui s'arrêtent jamais à la catégorie qui est visée dans le discours à l'heure actuelle, parce que c'est ok de jeter la pierre aux personnes trans, mais en fait, c'est des dynamiques d'intolérance qui effectivement ne s'arrêtent pas à une catégorie visée, qui porte en elle le rejet de l'autre, le rejet de son espace de liberté en général, et globalement, même quand on est hétérosexuel, même quand on est cisgenre, en fait, la question c'est quelle est la marge de liberté individuelle, mais pas au sens de liberté économique, mais au sens de chercher son bonheur, de chercher son développement que ma société me laisse aux autres, mais du coup me laisse aussi à moi. Et c'est une vraie question quand on n'a pas... Des fois on a l'impression de ne pas en avoir besoin, mais en fait la question de la place de la liberté, et de la liberté de conscience, de la liberté de rechercher le bonheur, la liberté de son orientation, est infiniment importante pour tout le monde, parce qu'en fait c'est à ça qu'on juge le degré de respect que ta société, ton système, ton État t'attribue à toi en tant que personne. J'aime pas parler d'individu parce que c'est très repris par l'individualisme, voilà, la philosophie libertaire, même libertarienne en fait, mais c'est une question de respect, de tolérance et d'accueil en fait de ce que c'est une personne et un individu au sens beau et au sens noble du terme. Donc effectivement, ça devrait inquiéter tout le monde et pas que les personnes LGBTQIA+, et aussi surtout les femmes évidemment qui seront les prochaines après les LGBT à subir l'intolérance de l'extrême droite, mais effectivement c'est un continuum et du coup les droits conquis et cet espace de respect conquis est important pour tout le monde. Et si je peux donner aussi une analogie aussi par exemple pour la question de l'accueil, enfin la question de l'aménagement et du respect de l'ouverture du système aux personnes en situation de handicap. J'ai pas mal travaillé sur ça l'année dernière et en fait on s'est rendu compte que des choses qui sont faites et pensées pour les personnes en situation de handicap vont finalement bénéficier à l'ensemble de la société, notamment en termes d'aménagement, parce que les personnes vieillissent, ou aussi les familles nombreuses, ou aussi plein de choses. Et en fait, cette place que l'on donne à l'autre et à ses besoins, finalement, elle vous revient aussi à un moment donné, que vous soyez en première ligne, on va dire, ou pas, quoi. Oui, ou même t'as beau être valide et jeune et machin, c'est arrivé à Hugo il y a pas longtemps, il suffit que tu te casses une jambe, que tu te retrouves en béquille 3 semaines, t'es bien content d'avoir un ascenseur chez toi, donc... Bon, et puis de la même manière, moi franchement, en tant qu'hétéro, je préférais que ce soit des personnes LGBT qui garantissent mes droits, hein, franchement, plutôt que Bruno Retailleau. Donc,
Non mais c'est une évidence, pour les raisons qui ont été données, à la fois parce qu'il y a un phénomène de pente glissante, dès lors qu'on commence à fractionner les régimes de droit des populations, il y a toujours un effet, un effet de contamination générale de tous les discours de haine et d'inégalité sociale. Et puis ensuite parce que, disons, les positions politiques LGBT-phobes sont des positions politiques qui contestent l'idée même d'émancipation. Et cette idée d'émancipation, elle s'exprime dans les identités personnelles, dans les orientations personnelles, mais également en fait dans l'ensemble du rapport au monde, du rapport aux autres, dans l'ensemble des arts, de la culture. On n'a jamais vu un ou une dirigeante politique à préjugés LGBTI-phobes dans l'espace public en rester là. Ça n'existe pas. Et donc vu que ça n'existe pas, il serait bien que ces personnes-là n'existent pas non plus. Parfait. Et du coup, une question aussi sur quelles sont, dans notre vie de tous les jours, à nous tous, nous toutes, quelles sont les modalités d'action et les choses, selon vous, les plus simples à mettre en place en tant que personne. Bon, vous, c'est différent parce que vous êtes député, représentant de la nation, mais en tant que personne lambda, sans forcément d'influence médiatique ou de pouvoir décisionnaire, pour lutter contre les LGBT-phobies. Donc en gros, la question c'est comment, à votre avis, être un ou une bonne alliée au quotidien. Bon, en deux mots, comment dire ? Je pense que chaque espace de vie collective est traversé de toute façon par les structures de pouvoir racistes, sexistes, LGBTI-phobes, etc. Et moi, peut-être une des raisons qui m'a conduit à investir le sujet à l'Assemblée nationale, comme vice-président de la Commission des affaires sociales, c'est notamment qu'il me semble qu'il y a un point aveugle qui est important à poser en tant que parlementaire, mais pas que, par exemple aussi en tant que syndicaliste notamment, ou en tant que syndiqué, c'est la question du monde du travail. Parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de construction de l'égalité des droits sur les questions LGBT dans le monde du travail. Il y avait une reconnaissance et une organisation collective des discriminations salariales femmes-hommes, par exemple, des discriminations ethno-raciales, des discriminations travailleurs immigrés, travailleurs nationaux, etc. Mais c'est assez récent la saisie par les organisations syndicales, les organisations des groupes de salariés, du sujet de l'égalité posé de manière... posé sur la question salariale, contractuelle, etc. dans le monde du travail. Et c'est un vrai gros sujet, d'ailleurs, qui reste encore aujourd'hui assez sous-étudié. Les dernières études qu'il y avait à l'INSEE, c'était en gros, je pourrais revenir sur comment on calcule, mais en gros à peu près 5% d'écart de salaire entre les personnes LGBTIQ et les personnes non LGBTQI. Et ces 5%, juste pour donner un exemple, ces 5%, ça représente à peu près par an autour de 1500-2000 euros pour un salarié, avec le salaire moyen aujourd'hui en France. Ça veut dire concrètement que l'usage par le grand capital des préjugés LGBTQI, LGBTQI-phobes, les préjugés LGBTQI-phobes, rapporte à peu près 2000 euros aux employeurs tous les ans. Si vous faites l'extrapolation générale à l'échelle du pays, on est autour de 4 à 5 milliards d'euros. Donc voilà, il y a un enjeu même de lutte des classes qui concerne absolument tout le monde, que vous soyez une personne LGBTQI dont les droits ne sont pas respectés, que vous soyez son collègue de travail qui du coup est complice ou supporte ou en tout cas ne fait rien face à une extorsion en bande organisée que constituent ces préjugés LGBTQI-phobes, ça pose des questions générales. Et donc, voilà, c'est un des sujets qui me paraît aujourd'hui utile à mettre sur la table, c'est celui de la solidarité au travail entre les personnes. Alors, on connaît les formes que ça prend. C'est les refus d'accès à la formation professionnelle, c'est les refus de promotion, c'est le fait d'handicaper des carrières, c'est le fait de ne pas avoir un ensemble de primes qui étaient pendant longtemps les primes réservées par exemple, au mariage, etc., jusqu'au droit au mariage pour tous, mais qui aujourd'hui ne sont pas généralisées, un ensemble de primes qui sont liées uniquement au fait d'avoir les enfants, etc., qui pendant longtemps ont opéré en fait une pénalisation par des éléments non salariaux de l'ensemble des rémunérations des personnes LGBTQI. Donc voilà, ces questions-là, elles sont posées. S'il y a des gens ici qui sont syndiqués, qui sont syndicalistes, je pense que c'est un vrai sujet dont on peut s'emparer en tant que collègue de travail pour défendre celles et ceux avec lesquels on bosse. Super. Non, il y a aussi, c'est quand même, c'est tout simple et en même temps c'est encore un débat qu'on ne devrait plus avoir à gauche mais qui existe malheureusement, c'est-à-dire la question de la priorisation des enjeux sociaux versus les enjeux dits sociétaux, c'est-à-dire en gros la lutte des classes passe avant toute autre lutte et en gros c'est pas le moment
d'aller chercher l'émancipation et d'aller défendre les droits des personnes, par exemple, transgenres. Enfin, c'est exactement un débat qu'on a eu, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a 2 ans, 3 ans, en France, avec quelqu'un qui a quitté la France insoumise depuis. Non, mais j'en ai marre de tirer sur l'ambulance, donc je vous laisse deviner de qui je parle. Mais néanmoins, au-delà de cette sortie-là, qui avait fait beaucoup parler, c'est une vraie question de fond, parce que c'est des tensions et des tentations qui réémergent tout le temps, notamment en période de crise sociale, comme on est en plein dedans en Europe et en France. Et en fait, c'est vrai que, déjà, être un bon allié, c'est parler, utiliser notre statut, notre visibilité quand on a la chance d'en avoir, pour vraiment alerter, défendre et prendre sur soi aussi de faire progresser les consciences, y compris dans la base des gens qui peuvent être des soutiens pour nous. Et par exemple, moi j'aime faire de mon mur Instagram un endroit de discussion aussi sur des questions de tension qu'il peut y avoir dans l'électorat même de la France insoumise, on va pas se mentir, sur les questions notamment des droits des personnes trans. Surtout, c'est ça qui clive encore dans la société, y compris chez certains sympathisants et sympathisantes de la France insoumise. Et en fait, c'est important, justement, d'utiliser notre endroit, d'utiliser ce qu'on charrie comme mesure de progrès social pour toutes et tous, et de provoquer ce débat dans la société. Et typiquement, je trouve que la France insoumise est un endroit où on arrive à susciter ce débat dans une forme de concorde, même si c'est pas toujours évident. Et c'est notre rôle de pas avoir peur de ça et de pas mettre le sujet sous le tapis et dire voilà, je vais pas en parler parce que mon électorat il est comme ci, il est comme ça. Non, pas du tout. En fait, l'idée c'est de continuer à avancer dans la progression, dans la compréhension mutuelle. Et je trouve qu'on y arrive pas si mal quand je vois aussi nos meetings, juste comment ils sont composés en fait, en réalité, les différentes catégories sociales et sociétales qui sont présentes. Je trouve qu'on est en train d'atteindre quelque chose qui est un très beau cheminement et qui du coup fait progresser en général l'acceptation et la tolérance, même si en face on a un mur où au contraire, et j'en reparlerai après, comme je l'ai dit, des intolérances s'accompagnent d'autres, même si elles ne sont pas forcément mises au devant de la scène parce que c'est plus pratique en gros de taper tous ensemble sur les musulmans, pour résumer. Mais en fait, quand tu grattes et que tu creuses, souvent les propos transphobes viennent aussi assez vite des gens du Rassemblement national et sont très vite brandis pour stigmatiser des candidats, par exemple LFI. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de nous répéter oui, vous êtes à la fois entre guillemets pro-musulman, ce qui veut rien dire, mais enfin voilà, islamo-gauchiste, quoi, ça, c'est le mot. Et en même temps, pour les personnes trans, ça n'a aucun sens, etc., etc. Bon, néanmoins, au Havre, on avait un duo de chefs de file pour les municipales, et c'était une femme trans et un homme musulman, et ils se sont pris mais des commentaires, enfin des vagues de haine venant de militants d'extrême droite, venant aussi de gens sionistes, enfin voilà. Et en fait, on a vu que ces soi-disant intolérances qui n'appartiendraient qu'aux musulmans, etc., ressurgir d'un coup pour justement aller s'attaquer à des gens qui montraient justement l'inverse en fait de l'image sociale qu'ils voulaient donner, voilà. Et donc je trouve ça très intéressant, et c'est important d'être vocal, et c'est important de jamais baisser les yeux, même quand c'est pas forcément l'enjeu dont on va parler le plus. En fait, s'il y a une femme trans qui se fait assassiner, il faut être là, il faut le dire, il faut en parler, il faut faire du bruit, et c'est ça être un bon allié. Ouais. Peut-être plus, si tu veux réagir plus à l'échelle peut-être interpersonnelle, quand on n'a pas de tribune ou autre. Par exemple, je prenais un exemple sur... à Berlin, là, il y a eu quand même une recrudescence des actes homophobes et aussi des actes homophobes très médiatisés, c'est-à-dire genre le bar type cyber, par exemple, où il y a un drapeau LGBT qui s'est fait brûler, des gens qui ont arraché le drapeau, qui l'ont brûlé dans la rue, ils sont revenus plusieurs fois, etc. Donc là, il y a eu des manifs devant, manifs très festives avec des drag queens, etc. Enfin, c'était vraiment un moment moi je me souviens, c'était très émouvant de voir tout le monde un peu rassemblé et tout. Derrière ça, et surtout qu'à Berlin, souvent, on est un peu dans cette illusion un peu de la liberté, c'est vrai que quand même, on est moins exposé, je trouve, à l'homophobie, en tout cas dans les lieux, dans les tiers-lieux, dans les bars, dans les lieux de fête, etc., ou même, mais quand même, là, on a une recrudescence de l'homophobie, de la transphobie, même dans nos rues ici, et je dirais peut-être ne rien laisser passer par rapport à ça, continuer à venir soutenir les lieux aussi qui
qui ont pu fermer dans ces dernières années, comme le Schwutz, comme pas mal de lieux en fait, de la fête, mais aussi des lieux LGBTI à Berlin. Donc venir soutenir ces lieux-là, s'intéresser aussi à ce qu'on fait et aussi à nos aux nouveaux droits qu'on veut avoir et qu'on veut se battre. Aussi, je trouve que ce qui est bien aussi à la France Insoumise, c'est qu'on reste pas sur la défense des droits qu'on a acquis ou même où on sait, c'est pas acquis, c'est obtenu quoi. Enfin, c'est conquis. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est bien. En fait, on en demande plus quoi. On en demande plus. Parce que je voyais au débat avec les macronistes, c'est vraiment genre dans la satisfaction que maintenant on peut se marier, on peut adopter un enfant, en plus c'est quand même vachement compliqué. Et voilà, et c'est pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de nouvelles, de nouveaux droits. Et je trouve qu'à la France Insoumise, on est vraiment à la pointe sur ces sujets-là et qu'on lâche rien sur ces sujets-là. Merci. Ma question suivante, elle est pour toi, Alma, avec un L. Ça n'arrive pas à prononcer mon prénom. Donc, toi, Alma, tu l'as rappelé, tu es ouvertement lesbienne. Est-ce que tu as choisi de l'assumer publiquement juste parce que ça fait partie de toi et que voilà, donc c'est pas un sujet, tu n'avais pas de raison de t'en cacher? Ou est-ce que, selon toi, il y avait quand même un réel enjeu de visibilisation et de représentation des femmes lesbiennes dans l'espace politique en particulier? Alors les deux, parce que de toute manière, je refuse d'être dans le placard. Donc oui, ça fait partie de moi. Oui, on s'est battu. Et je dois beaucoup à toutes les personnes qui se sont battues pour nos droits. Donc il ne s'agissait pas, pour des questions, des considérations politiques, quelles qu'elles soient, d'accepter de taire cette dimension de mon identité. Néanmoins, ça reste une réflexion politique aussi avec ce qu'elle entraîne. Donc en fait, oui, j'ai pas eu le choix et je voulais pas, de toute manière, c'était hors de question pour moi de ne pas le dire. Néanmoins, si vous regardez mon parcours et ce que j'exprime beaucoup, je suis pas une des personnes LGBTQIA+, les plus visibles sur ce pan-là et les plus expressives sur cette question-là. Et pourquoi ? Parce que justement, j'ai voulu aussi normaliser le fait d'être lesbienne, et engagée dans des causes sociales, comme celle des Gilets jaunes, comme celle des ouvriers et ouvrières de ma circonscription, dans l'écologie, et donc de pas le taire et que ce soit su, mais en même temps de pas cantonner le fait d'être lesbienne. Enfin, excusez-moi pour le terme cantonner parce que ça voudrait dire que c'est pas utile, c'est pas le cas, mais je trouve que le système politico-médiatique a tendance à mettre des très grosses étiquettes à toutes les personnes des minorités, quelles qu'elles soient, et que j'avais pas envie que mon existence en politique et le message que je voulais adresser aux Françaises et aux Français soit réduit et cantonné à mon orientation sexuelle et le fait que je sois queer et le milieu dont je venais. Et donc c'est un fin équilibre aussi à trouver du coup pour réussir à exister en tant que personne lesbienne, mais en tant que personne lesbienne qui prend sa pleine part dans les combats sociaux. Et évidemment, en fait, c'est pas que il y a évidemment plein de personnes LGBTQI qui sont militantes, etc. Mais l'image qu'on en a dans le système médiatique n'est pas celle-là. Et quand à partir du moment où on a une représentation dans le grand public, c'était quel profil je voulais incarner justement pour faire entrer cette question-là de plein pied dans la société, en fait, sans qu'on me ramène constamment à ça. Donc c'est pour ça que j'oscille entre le fait de l'exprimer, c'est sur ma page Wikipédia en deuxième ligne, donc je pense que voilà, tous ceux qui veulent savoir le savent, dès qu'on me pose la question, je dis oui. Et néanmoins, c'est vrai que ces dernières années, je me suis beaucoup concentrée sur des combats sociaux, mais qui sont aussi ceux de ma circonscription, et j'attends aussi des lois aussi, qui viennent et qui ne viennent pas finalement, et on n'a pas l'agenda, donc en fait j'ai pas eu l'occasion encore de me battre beaucoup politiquement à l'Assemblée, mais là du coup ça m'intéresse beaucoup plus parce qu'on rentre en campagne, et donc là ça va être des enjeux dont on va reparler. Mais voilà, j'ai essayé de... Voilà, c'est ça, c'est que nous, personnes LGBTQI+, on prend pleine part dans la société aussi. Le fait d'être une personne lesbienne, une personne queer, n'empêche pas évidemment d'être victime de la discrimination, d'être victime de l'exploitation du capitalisme, d'avoir des envies pour la planète. Et en fait, voilà, cette question d'élargir et qu'on ne pose plus la question,
tout en le sachant. C'était ce que je cherchais. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, vu que j'ai l'impression que toutes les personnes queer savent que je suis queer, même quand même avant même que j'ouvre la bouche. Et en même temps, beaucoup de gens qui l'apprennent au détour de ma page Wikipédia ou d'interviews plus intimes que j'ai réalisées. Et je trouve ça très intéressant aussi d'amener ça dans cet espace-là, sachant ma circo, voilà, c'est une circonscription. Je disais, c'est pas la même chose d'être une députée lesbienne, je sais pas, à Paris centre-ville ou... que là où je suis, c'est un terrain très 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 ouvrier, très pauvre, avec très peu de personnes outées. Je parle même pas de personnes queer, mais juste de personnes outées, voilà, comme gays ou lesbiennes. C'est des enjeux plus compliqués. Et en fait, ça s'apprivoise et ça se fait très bien, mais c'est vrai que c'est aussi une manière de parler ça, une manière de l'amener qui est pas exactement la même. Et honnêtement, je trouve pas du tout que ce soit un obstacle pour moi dans ma circonscription, mais ça a nécessité un travail de construction, je pense. Voilà. Et je suis assez contente d'avoir trouvé cet équilibre. Et j'attends maintenant de pouvoir un peu plus le verbaliser. Je pense que je me sens plus à l'aise pour prendre ce sujet aussi politiquement, ce que j'avais pas fait au début. Super. Ouais, tu viens de mentionner des interviews plus intimes. Moi, si vous voulez découvrir Alma plus intimement, justement, moi, je vous invite à aller visionner son interview YouTube chez Samzira, parce que, voilà, je l'ai vu. Vous saurez tout, là. Voilà, vous la connaîtrez dans les moindres détails. Non, c'est pas vrai. J'ai encore des secrets encore. Attends, laisse-moi ma part de mystère, s'il te plaît. Ça roule. Bon, du coup, toi, Adrien, tu viens de nous faire ce soir ton coming out hétérosexuel. Mais bon, Qui n'est pas sur la page Wikipédia. Notez-le. Mais bon, Personne ne le savait avant vous. comme il dirait dans Rabbi Jacob, ça fait rien, on vous garde quand même. Mais pour autant, t'es quand même plutôt vocal sur tes réseaux sociaux concernant les luttes contre les LGBT-phobies. Tu postes souvent des posts à ce sujet. Peut-être plus que la plupart ou que d'autres élus LFI. Pourquoi est-ce que c'est un espace de lutte que tu choisis d'investir pleinement via les réseaux sociaux notamment ? D'abord, j'ai un peu appris par la question. Je faisais plus que la moyenne parce que je le fais régulièrement quand il y a des grands combats, des textes de loi, etc. Bien sûr, mais je pense que c'est des sujets sur lesquels on se positionne parce qu'on est aussi positionné. Parce qu'il y a un ensemble de mobilisations, de mouvements politiques, associatifs dans le pays. Et le sujet, c'est d'être en capacité, évidemment, d'avoir un dialogue et d'être utile. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est comment on peut être utile en tant que parlementaire pour l'ensemble des luttes pour l'égalité, dont ce combat-là. Je dirais que, soit c'est pas... Enfin, en général, comment ça fonctionne concrètement ? C'est évidemment parce que vous avez des territoires, donc des circonscriptions, dans lesquelles il y a des groupes actifs, militants, qui sollicitent régulièrement, qui me disent attention, il y a ça qui arrive, il y a ça qui se passe, etc. Et, en gros, il faut que tu gueules, il faut que tu tapes. Ce qui en général, lorsqu'on me dit ça, me fait globalement plaisir avant de savoir pourquoi. Mais moi, je tendance à dire oui, mais c'est-à-dire oui, pourquoi ? Voilà. Quand je connais un peu les gens, bien sûr. Mais donc, soit c'est parce que c'est de la sollicitation comme ça, soit c'est parce qu'il y a un sujet qui arrive à l'Assemblée nationale, c'est à l'ordre du jour. Et donc, pour le coup, je suis peut-être sur une des commissions parlementaires aussi qui est la plus sollicitée. Section de l'égalité des droits, parce que affaires sociales, vous avez en gros travail, santé, et on va dire à l'intersection des deux, notamment peut-être d'ailleurs plus le volet santé. Typiquement sur les questions VIH, questions intersexes, etc. C'est des sujets qui sont traités régulièrement dans cette commission parlementaire, donc ça amène aussi à juste voir passer un ensemble de documents. Il me semble que la moindre des choses, c'est évidemment d'informer le grand public sur ce qui se passe pour aider les mobilisations. Et puis après, parce qu'on a tous, bien évidemment, des amitiés, des sociabilités autour de gens qu'on connaît, et puis qui vous parlent, quoi, qui mettent un SMS en disant « Ah, t'as vu, il y a ça la semaine prochaine. Ah non, j'avais pas vu. Il faut faire quoi ? Tape. Je tape comment ? Fort. Ok, d'accord, merci, mais concrètement. Bon. Et donc, évidemment, c'est un peu par ces trois types, pour moi, hein, de réseaux autour de moi, que du coup, je suis irrigué de choses et d'éléments, et que ça me paraît normal de le faire, d'autant plus que l'avantage que j'ai, c'est que je peux le faire en signant vice-président de la commission affaires sociales de l'Assemblée nationale, ce qui en gros permet de signer avec un petit bleu, blanc, rouge pour dire Bruno Retailleau, c'est filmé. Bon, je n'aime pas Bruno Retailleau. Il m'a menacé de plainte 7 fois, pas que la 8e soit la bonne. Donc, coucou. Bref, et donc de pouvoir en fait aussi avoir une caisse de résonance dans un espace
pour défendre les droits. Voilà, ça me paraît important. Et puis, parce qu'il y a à la fois le volet pratique, c'est-à-dire on a des propositions politiques, évidemment, sur lesquelles tu es revenu, tu l'as bien détaillé. Mais il y a aussi le volet théorique, et je pense qu'il faut lier les deux. C'est-à-dire on est là aussi pour faire une pédagogie théorique, en fait. Enfin, la politique, c'est une vision du monde, et cette vision du monde, on est là pour la développer, essayer de convaincre à partir de ça. Alors, on est dans un café, le café Engels, qui porte le nom d'un militant qui a été largement homophobe, et même plus que la social-démocratie de son époque, contrairement à Bernstein ou Kautsky, qui les témoins, mais bref, on fera un débat social-démocratie et homophobie après. C'est important, il fait des courriers à Marx, Engels, qui sont vraiment, qui sont hyper homophobes, quoi. Vraiment, c'est un des pires dans l'époque là-dessus. Mais il y a le volet théorique qui est important, parce que c'est ce que tu évoquais avant. Moi, une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai pris l'exemple comme ça du syndicalisme et du monde du travail, c'est parce que ça me paraît être un bon exemple pour abolir cette tentative de certaines et certains, notamment les mauvais auteurs de BD, d'opérer... Il y a beaucoup de mauvais auteurs de BD, je sais pas pourquoi vous rigolez comme ça. Les mauvais auteurs de BD qui vendent quand même, super inquiétant. Bref, mais ils iront pas en Angoulême, ceux-là. Et donc qui en fait tente d'accréditer l'idée qu'il y a cette... c'est pas juste une distinction, enfin une opposition et une distinction. Et les deux sont importants entre le soi-disant social et le soi-disant sociétal. Et l'exemple par exemple, de la déflation salariale qui touche les personnes LGBTQIA, en fait c'est un exemple très concret qui rappelle que les préjudices, ils ont toujours une double forme. Un préjudice, il a une forme symbolique et culturelle, c'est-à-dire un ensemble de discours, de croyances qui visent à créer des hiérarchies, les instaurer dans la tête du plus grand nombre. Donc il y a une forme symbolique aux différentes hiérarchisations entre les êtres humains. Et toute forme symbolique a une contrepartie matérielle, et inversement d'ailleurs. Mais ça n'existe pas une discrimination, un préjugé d'une personne sur une autre, et en tout cas d'un groupe qui se constitue comme groupe vers un autre groupe qui est constitué en tant que tel. Ça n'existe pas sans les léser matériellement. On prend l'exemple des baisses de salaire, mais enfin, je veux dire, lorsque des gens sont chassés de chez eux, plus jeunes par rapport à la moyenne du pays, donc doivent payer des loyers plus tôt, pardon, c'est un impôt privé homophobe, devoir payer un loyer 2 ans avant la moyenne des gens. Voilà, c'est une réalité concrète. La question de l'accès aux pensions de réversion, la question des héritages, la question des assurances intrafamiliales, etc. Tout ça sont des sujets qui sont très matériels aussi. Alors en disant ça, il ne faut pas basculer dans l'autre sens. Je ne vais pas tirer le bâton en disant c'est que une question de lutte de classe, et en fait on s'en fiche de faire des lois qui proclament l'égalité. Mais il faut, je pense, lier les deux de manière indissoluble, parce que ce qu'on apprend théoriquement et politiquement en posant la question comme ça nous est utile pour l'ensemble des luttes, partout, tout le temps, en fait, de manière absolument systématique. Et donc je pense que c'est ça qui est extrêmement important à faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, parce que c'est comme ça que j'ai appris à poser des questions. Et personnellement, en tant que personne qui n'est pas concernée directement, au sens qui n'est pas victime, qui n'est pas sujette à ces différentes formes de violence, en fait, avoir pu discuter, comprendre, lire et m'imprégner de ces enjeux-là, ça me rend, je pense, plus efficace comme militant politique sur tout le reste. Merci. Alma, à nouveau peut-être. Tu l'as précisé un petit peu en préambule. Avant d'accéder à tes fonctions politiques, ton engagement militant, il était surtout marqué par le biais de l'écologie, de la protection de l'environnement. On parle souvent d'écoféminisme et de la façon dont les luttes féministes et environnementales sont intrinsèquement liées. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'il y a aussi un enjeu d'intersectionnalité entre lutte LGBT et justice climatique ? Est-ce qu'il serait pertinent de penser une écologie queer ? Et si oui, quelle forme ça pourrait prendre ? Alors, c'est la question qui m'a le plus interpellée, parce qu'en même temps, en plus je dis ça, j'ai des amis qui travaillent sur ces sujets, donc c'est pas du tout comme si ça me parlait pas. Et en même temps, la question d'aller chercher des définitions de l'écologie, en fait, il y a aussi cette question de comment la faire. En fait, moi, je pense que l'écologie souffre énormément de son abstraction. Aussi, là, je vais vraiment parler dans la question vraiment climatique, environnementale. Je pense qu'on a un vrai enjeu de débat sur l'idée de l'écologie et de bataille sur l'appropriation symbolique de l'écologie, notamment par le capital, les libéraux, avec Macron, et qui nécessite, à mon avis,
En fait, on est dans une époque, voilà, je le dis, on est dans une époque où justement l'écologie, pour la première fois, devient un enjeu du présent, y compris dans des sociétés occidentales, parce que en fait, elle est liée directement au prix, aux fossiles, et donc aussi à leur prix et à la question géopolitique. Et on entre dans une période historique où en fait l'écologie va pouvoir être investie par tout le monde, parce que c'est devenu aussi un enjeu de pouvoir d'achat très très concret, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, l'écologie, ça coûtait plus cher, de toute manière. Et c'est en train de basculer à cause d'un bouleversement mondial qui est en fait les tensions géopolitiques sur les ressources, notamment le pétrole et le gaz. Enfin, pardon, là je passe sur un... je vais faire un cours de finance mondiale. Mais en fait, la réalité, c'est que justement, moi je vois qu'en ce moment, au contraire, pour l'écologie, on entre dans une nouvelle phase qui est une phase de sortie d'une définition théorique, même si évidemment, oui, le patriarcat lié au capitalisme, évidemment, on peut tirer des racines sur l'exploitation aussi. Le système patriarcal ne s'arrête pas juste au patriarcat, il s'arrête aussi à la conception de la famille mononucléaire, il s'arrête aussi à la conception de le fait d'avoir des enfants ou pas, de quelle manière, enfin voilà, le réarmement démographique. Donc en fait, on peut penser la question de l'épuisement des ressources, la question du changement climatique, aussi à partir de nos modèles familiaux, en dehors même de l'exploitation de la femme par l'homme depuis des siècles. Enfin, tout ça, évidemment, c'est pas que c'est pas riche en termes de signification. Mais moi, en fait, en gros, là, ce qui m'intéresse, c'est à l'inverse, c'est comment on a un discours très, très pratico-pratique sur une écologie qui, en fait, est devenue absolument indispensable pour sauver nos économies, enfin, au sens littéral du terme. Et qu'en fait, on a raté un peu ce passage après 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on a toujours une grosse division de classe autour de la question de l'écologie en France et j'imagine en Allemagne, même si je connais moins le contexte. J'imagine que ça ne va pas aider le retour des taxes carbone, etc. au niveau européen et ce qui se profile. Et donc là, on est surtout sur un enjeu des guerres de riches contre des pauvres autour du signifiant de l'écologie. Et pour moi, du coup, là, il faut l'investir de manière beaucoup plus large et beaucoup plus directe et matérielle. Donc moi, en ce moment, je suis à fond et désolée du coup si c'est une réflexion qui vous paraît un peu à côté de la question, mais bon, là, je suis vraiment à fond sur l'écologie, c'est ton pouvoir d'achat. Et c'est d'ailleurs vraiment très concrètement comme ça que j'ai réussi à convaincre, ça marche comme discours, que j'ai réussi à convaincre des ouvriers de Renault dans ma circonscription. Quand je suis arrivée en 2022, que j'ai été élue, la voiture électrique, ça fait perdre des emplois, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, c'est moins intensif en emploi que les voitures thermiques. Et donc, quand je suis arrivée, vraiment, ils étaient pas du tout pour les bagnoles électriques. Ils étaient vraiment... Évidemment, ils viennent de perdre des milliers d'emplois, enfin, comme tout le secteur automobile. Et la seule chose qui a réussi à les convaincre, c'est quand je leur ai parlé de ça. Je leur ai dit, mais de toute manière, vous voyez bien que dans 10 ans, on ne peut pas être toujours dépendant du pétrole. Et qu'est-ce que vous allez faire en tant que citoyen, vos enfants, etc., même en termes de pouvoir d'achat. Et c'est cet argument-là, en fait, qui a réussi à les convaincre qu'il fallait y aller. Donc c'est des arguments malheureusement très pratico-pratiques, mais qui sont en même temps le cœur de la vie de beaucoup de concitoyens qui sont très 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 serrés financièrement. Et en fait, là maintenant, je trouve qu'il faut vraiment l'investir à 3000%. Donc écologie queer, oui, écologie... écoféminisme aussi, mais là c'est vraiment l'écologie du peuple quoi, que je défends le plus. Voilà. Merci. Du coup, question pour Adrien et Hugo peut-être aussi. Toi Adrien, tu es sociologue de formation, donc tu as bossé dans le domaine de la socio-économie. Et donc toi Hugo en tant que militant LGBTI, toi, quel lien tu ferais entre la socio-économie et les discriminations basées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre? Et est-ce que l'un comme l'autre, vous auriez des chiffres, des datas à nous partager sur le sujet des discriminations LGBT, sur les LGBT-phobies en général? Alors, le lien entre la socio-économie et les discriminations LGBTQI. Bon. Oui, alors dans la vraie vie, donc je suis sociologue, c'est mon vrai boulot. Et je pense que pour le coup, la sociologie comme discipline scientifique est une de celles qui a permis la mise à jour d'un ensemble de rapports de pouvoir et de structures de pouvoir qui sont essentielles pour la discussion qu'on a ce soir. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, il y a une question qui est de savoir comment on passe de l'expérience d'individus à une compréhension générale de ce qui les crée, de ce qui les meut, de ce qui les abolit. Il y a des phénomènes sociaux, tout simplement. Voilà. Il y a plein de choses qui se passent et qui nous dépassent comme individus, c'est-à-dire qui se produisent de la même manière dans différents pays, qui ont la même récurrence, etc. Donc,
La sociologie, c'est ça, c'est la capacité à montrer des phénomènes qui ont un caractère social, c'est-à-dire qui sont indépendants de l'opinion individuelle des uns et des autres. Et en l'espèce, évidemment que la question des préjugés LGBTQIA-phobes, c'est un des enjeux qui est au cœur des réflexions. Alors, qu'on remonte à l'anthropologie sur les structures familiales, qui évidemment, dire les questions des orientations des familles, orientations sexuelles et structures familiales sont des sujets qui connaissent des diversités aussi importantes que le nombre de civilisations humaines et de sociétés humaines qui ont toujours existé. Donc évidemment que étudier ne serait-ce que la variété possible des constructions familiales, c'est mesurer la contingence des univers dans lesquels on vit. Et dès lors que le monde autour duquel on vit est contingent, ça veut dire que le fait de forcer les gens à rentrer dans des cases est logiquement arbitraire. Puisque, étant sur notre territoire, ils ne seraient pas dans les mêmes cases, et il n'y aurait même pas les mêmes cases disponibles, et dans le cerveau, on ne penserait pas les mêmes cases. Donc, ça permet de mesurer l'ampleur de la liberté humaine et de l'action politique dans sa capacité d'agir. Et puis, ça donne aussi des outils pour appréhender ces sujets-là. Des outils, alors bon, je suis désolé, du coup, je suis mon prof. Alors, je donne cours à la Humboldt tous les jeudis. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, on peut approcher les sujets de manière différente. Il y a évidemment des travaux qui permettent de montrer de manière un peu qualitative qu'est-ce que ça signifie, la question de l'expérience. Aujourd'hui, LGBTQIA+, à la fois sur ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de distinct, les rapports évidemment qu'ils traversent. C'est pas la même chose d'être gay, d'être lesbienne, c'est pas la même chose d'être à tel territoire, c'est pas la même chose d'avoir telle ou telle ressource, évidemment. Tout ça joue des rôles importants. Moi, j'avais eu l'occasion de travailler sur le sujet à une reprise au cours de la carrière universitaire. J'avais bossé avec des assos au Liban. On avait publié quelques papiers dans la revue Travail, Genre et Société sur les questions LGBTQIA+, au Liban, et notamment la question de sociologie du droit. Bref, en gros, un des pays où il y a encore une législation qui vise à pénaliser, mais qui pénalise, entre guillemets, comme ils disent dans le code pénal, les actes contre nature. Et donc, il y a évidemment des controverses juridiques infinies sur ce que veut dire contre nature. Avec des juges qui disent oui, mais s'ils le font, c'est forcément naturel. Du coup, ça peut être contre nature. Oui, mais en fait, contre nature, c'est que s'il y a ça, bref. Donc, j'avais travaillé là-dessus, qui était assez intéressant, enfin, qui montre qu'en fait, il y a évidemment la définition d'un acte social est forcément une définition qui est contingente et qui est négociée et qui a un rapport de force. Et puis, il y a des travaux qui permettent d'objectiver des choses qu'on ne mesure pas ou que les gens n'arrivent pas à penser d'eux-mêmes. Par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la question des écarts de salaire, en fait, c'est la même chose que pour les écarts de salaire sur des bases racistes ou sexistes. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a mesuré, par exemple, les salaires de centaines de milliers de femmes par rapport au salaire à poste égal de centaines de milliers d'hommes qu'on a pu mesurer qu'il y avait une distinction. C'est individuellement aller prouver que vous êtes moins payé à poste égal que quelqu'un dans une autre boîte que la vôtre. C'est très difficile de prouver ça. En revanche, vous vous en rendez compte, vous prenez tous les salaires des femmes, tous les salaires des hommes, vous comparez, vous dites ah oui, en fait, quand on les prend tous et qu'on compare, il y a un truc. C'est la même chose sur la question des préjugés, c'est-à-dire que je trouve que les outils scientifiques des sciences sociales permettent de mettre à jour des préjugés, à la fois en tant qu'ils sont vécus par les personnes, et à la fois en tant qu'ils existent, y compris sans être pensés par aucun de leurs auteurs et de leurs autrices. Et c'est la jonction des deux qui permet d'agir politiquement. Ok, là je vois que le temps est en train de filer, donc il me restait 2 questions, donc on va essayer d'y répondre rapidement. Ma première question, c'était sur l'instrumentalisation. J'ai une petite vidéo à vous montrer. Les musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous! On a reçu ici Alma voilà. votre collègue de la France Attention, Insoumise, qui avait posté le jour des manifestations une photo d'elle devant une voiture brûlée. En gros, elle encourageait les gens C'est toujours la prochaine etc. question. Et elle était toute contente de se prendre en photo devant une voiture brûlée. Ça, c'est pour la prochaine question. Bref. Donc, sur cette question-là de l'instrumentalisation, en plus, Pierre-Yves, on l'a reçu en janvier pour l'atelier 6ème République. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un de pas un mot plus haut que l'autre. Donc, pour lui, le faire sortir de ses gonds, fallait-il vraiment sortir une dinguerie de l'espace? Enfin, bref. Du coup, ma question, c'était, voilà, on l'a vu, là, les personnes queer, elles sont souvent instrumentalisées par les racistes pour justifier leur discours de haine. Et donc ma question tout simplement c'est pourquoi en tant que personne LGBT c'est basé et même nécessaire d'être profondément antiraciste,
antisioniste et même anti-impérialiste / décolonial. Déjà, peut-être par rapport à. Aujourd'hui, la communauté LGBT, elle se fascise de plus en plus. On a des récents sondages, on voit le vote RN très fort chez les personnes gays, chez les personnes bi, chez les personnes lesbiennes aussi. Un peu moins chez les personnes trans. Bon, je pense que ça s'explique assez facilement. Mais ouais, on voit. En gros, il y a vraiment eu un shift après le mariage pour tous où les députés RN ont commencé à. Plutôt du côté du RN que des LR d'ailleurs, à vraiment commencer à devenir homo-nationalisme, de se dire bon bah voilà, là maintenant la société accepte les homosexuels, utilisons ça pour notre racisme quoi. Donc il y a eu vraiment un switch dans les années après le mariage pour tous. Ouais, bah, je pense que nous à l'intérieur de la communauté, faut qu'on soit vocal sur ces questions-là, qu'on laisse rien passer. Et surtout, faut qu'on se rendre compte à ces gens-là, parfois aussi assez peu politisés, du cul-de-sac dans lequel ils vont s'ils se mettent à voter pour le RN ou même pour LR, etc. Que c'est vraiment pas la solution pour leurs droits à eux, parce que bon, peut-être que pour l'instant ils se disent bon non maintenant c'est bon, on peut être gay au RN, regarde il y a 12 ou 21 je sais plus députés gays au RN et voilà, vous à la France Insoumise vous êtes pas gay, enfin, je sais pas, j'ai déjà entendu ça quoi, j'ai dit bah alors déjà si mais enfin mais voilà, il y a un truc mais ouais, il y a un truc, enfin moi j'ai des potes un peu dépolitisés, oui, il y a ce truc là de mais vous défendez le Hamas ou même voilà, les poulets pour Palestine, non c'est pas chicken KFC, voilà chicken ouais, je comprends. Non, chicken for KFC. En gros, les personnes queer seraient des chicken for KFC. Seraient des poulets chez KFC parce qu'ils défendraient la Palestine et voilà. Donc en fait, quand tu défends la Palestine, tu défends des gens qui te jetteraient du haut d'un immeuble. Et voilà. Et là, la réponse à ça, c'est que bon, bah aujourd'hui à Gaza, qui tue les personnes LGBT, c'est en premier lieu l'État d'Israël. Donc voilà, et que ouais. Et donc je sais plus ta question. Bah tu as répondu. Donc ouais, ok. Si vous voulez rajouter un truc. En 2 mots très rapidement. Ouais, alors très rapidement, non, mais t'as expliqué beaucoup de choses. En fait, l'extrême droite avance masquée et je parlerai de la question de LGBTQI-phobie, mais aussi de la question de l'antisémitisme. Enfin, en fait, l'extrême droite, et c'est assez vieux comme le monde aussi, hein, de faire en sorte que des minorités se craignent et se fassent entre guillemets la guerre dans l'espace public ou au moins dans le débat public. C'est pas des stratégies nouvelles. Donc là, on est en train de redécouvrir que l'extrême droite, même si elle est incarnée par un bœuf, enfin Jordan Bardella, elle a aussi des penseurs et aussi des gens et toute une constellation de groupes qui sont en fait toujours derrière le RN, le GUD par exemple, etc. Et que leur logiciel du passé n'a pas changé. C'est juste des gens qui procèdent par étapes et qui ont troqué une minorité, enfin des minorités contre une autre, à stigmatiser en permanence, comme je disais, enfin plusieurs autres, enfin les musulmans et les personnes racisées au sens large en France, mais que ça ne veut pas dire que leur logique d'intolérance a changé, y compris pour les autres minorités. Et on le voit notamment, évidemment, avec la question de l'antisémitisme, où on voit fleurir des discours très 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 violents contre les personnes de confession juive chez des candidats RN, chez même des élus RN. On a quand même un député RN qui siège à l'Assemblée nationale, il tenait une librairie négationniste, le monsieur. Bocaletti, mais pas que, on a aussi des députés qui comparent l'avortement à un génocide, enfin voilà, enfin des choses de ce tonneau-là. Et quand on creuse en fait dans les discours d'extrême droite, dans les branches virilistes, dans les branches plutôt du terrain, les branches, enfin pas armées, mais enfin les branches très militantes ou armées, la question de l'homophobie, de la LGBTQI-phobie revient tout de suite. Enfin je veux dire, on est tous dans le même sac, ceux qui affaiblissent la France. Donc en fait, c'est vraiment triste effectivement que dans le milieu des personnes LGBTQI, notamment chez les personnes gays, parce que certains droits ont été conquis et pas grâce à la droite, certainement pas. Rappelons-nous que c'était les mêmes qui étaient dans la manif pour tous et rappelons-nous qu'aujourd'hui,
ils nous ont quand même nommé un défenseur des droits qui était dans la manif pour tous et qui est quelqu'un proche des LR. Donc ce courant-là reste contre nos droits. Mais parce qu'il y a des droits qui ont été acquis, voilà, c'est comme s'imaginer qu'on ne peut pas faire machine arrière. En fait, c'est cette paresse aussi intellectuelle que beaucoup de gens ont, y compris même aussi, je disais, voilà, des gens qui bénéficient de certains droits sociaux et en fait qui ne se rendent pas compte qu'on peut leur enlever du jour au lendemain. En fait, c'est ça qu'il faut dire aux personnes LGBTQIA+. Et quant au fait de pourquoi prendre par position, pourquoi être anti-impérialiste, pourquoi être anti-sioniste, pourquoi être anti-colonialiste, je sais pas, bon, déjà parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Enfin, je veux dire, tout simplement, je veux dire, les enfants de Gaza, ils m'ont rien fait. Et même, quand bien même, peut-être quand ils grandiraient dans une société qui n'est pas totalement à l'image de celle que j'aimerais, ils ont le droit à la vie. Tout simplement, je ne vois même pas pourquoi on devrait se justifier d'être contre le fait de tuer des enfants. En fait, c'est la base de toute solidarité humaine et il n'y a aucune tolérance qui peut se créer dans aucune société si t'as pas le respect pour la vie des gens. Simplement, déjà, il n'y a même pas de grand discours à faire. Quant au reste, voilà, c'est des débats qui me semblent absolument creux. Enfin, je veux dire, la base de la construction de nos droits passe par le respect le plus total qu'on doit avoir pour la vie humaine. La vie humaine et notamment la vie des innocents, voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, très fière d'être une queer au KFC. Pas mieux, merci. Et du coup, dernière question sur les médias avec le bon extrait cette fois-ci. Je ne sais pas si tu l'avais vu, le short de Glupatate. On a reçu ici Alma Dufour, votre collègue de la France Insoumise, qui avait posté le jour des manifestations récentes une photo d'elle devant une voiture brûlée. En gros, elle encourageait les gens à venir manifester, etc. Et elle était toute contente de se prendre en photo devant une voiture brûlée. Donc, on voit devant des flammes d'une palette, c'est ça. Une palette en train de brûler à 5h du matin parce qu'il faisait froid. Oui, d'accord. C'est amusant comment ça vous agite tout de suite. Honnêtement, j'ai dû voir cet extrait 15 fois. Il ne me fera jamais pas rire. C'est ce qui est très drôle, c'est la tête de Raphaël. On peut lui donner la best reaction face. Franchement. Et du coup, ma question, voilà, elle était sur les médias. Voilà, vous deux, vous êtes régulièrement en première ligne pour vous friter avec les éditorialistes sur les plateaux télé, qui désinforment et mentent ouvertement à longueur de journée. Et moi, je m'interroge sur l'impact réel de simplement débunker leurs conneries de manière vraiment factuelle et objective. Parce que si on prend les cas les plus extrêmes, un platiste, t'auras beau lui démontrer par A plus B plus C plus D que la Terre est ronde, il va toujours te sortir des théories du complot de zinzin. Et donc, voilà, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc, comment vous abordez ça ? Et comment, selon vous, on peut débunker ou avancer ces idées efficacement et être audible et donner envie aux gens d'écouter ce qu'on a à dire ? Je pense que la question qu'on se pose à chaque fois qu'on va quelque part, c'est de se demander à qui on parle. En l'espèce, Charles de Consigny, bon, je veux dire, on lui parle pas. Je veux dire, on lui parle, mais c'est pas lui l'interlocuteur réel, en fait, dans une discussion pareille. Une discussion médiatique, c'est un moment où on donne des arguments, où on veut expliquer des choses, on veut engager un dialogue, les trois à la fois, avec une fraction du monde et de celles et ceux qui écoutent. Donc on est obligé pour ça de subir un parterre d'andouilles. Bon, maintenant le sujet est de parler au-dessus de leur tête. Non mais, c'est ça qu'on fait. Oui, parce qu'il y a très peu de choses qui arrêtent. Et donc, je pense, je veux dire, quand Alma elle va dans un média, qu'après elle met la vidéo du passage média, il y a plus de gens qui voient ton passage par ces réseaux-là que de gens qui ont regardé. Et donc du coup, en fait, on aide même les gens. On dit, vous pouvez voir l'émission sans voir de Consigny. Franchement, non mais, on n'est pas loin de faire de l'humanitaire, presque parfois, lorsqu'on va dans ce genre de moment. Donc c'est évidemment important. Mais après, évidemment, c'est pour ça qu'on va pas partout. La question, c'est toujours le rapport entre les moyens et les fins, vieux débat philosophique. Et pour ça qu'on va pas sur CNews, par exemple, parce qu'on estime souvent que la plupart des plateaux ne permettent pas d'exprimer quoi que ce soit. Moi, un peu mes critères perso, c'est si je me dis que je peux avoir 15-20 secondes d'affilée sur un ou deux sujets, je me dis ok, ça peut valoir le coup d'y aller. Et je sais qu'il y a des émissions où c'est pas possible,
Il y en a où c'est possible. Bon ben voilà, moi je fais ma sélection comme ça parce que je me dis que du coup, à la fois sur le moment, je peux y être pour confronter, quoi, apporter une altérité aussi pour les gens qui écoutent. Ils sont en bagnole, ils ont changé la radio, ils ont emprunté la voiture de l'oncle ou de la tante, mais en fait du coup ils se disent Europe 1, mais du coup ils écoutent quand même. Heureusement qu'on est là. Je prends Europe 1 comme j'aurais pris autre chose de Bolloré. Et donc il faut savoir jusqu'où on peut dire un truc qui est dans l'altérité et surtout comment on peut après l'utiliser pour nous. C'est-à-dire essayer de se dire voilà, je fais une séquence où je donne un argument. Cet argument il peut être extrait, il peut être diffusé ensuite de manière plus massive que le moment de l'écoute en tant que tel. Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je vois un peu cette utilité. Et bah ça crée du dialogue avec des gens aussi. C'est-à-dire moi régulièrement, à chaque fois que je fais un passage dans un de ces médias, j'ai une moitié de mails d'insultes. Je suis hyper content. Et une moitié de mails de gens qui disent... Ouais, c'est vrai que ça me fait un peu rire. Bref, bon. Ça dépend ce qu'il y a dedans, mais parfois c'est quand même très drôle. Et une moitié de mails de gens qui disent « Ah bah tiens, en fait, pas si con ». Et qui m'écrivent en disant « Bah c'est vrai en fait ». Enfin, du coup, voilà, ça crée ce truc-là. Et voilà, rapidement, le mot Non, de la pas fin. mieux. Non, mais en gros, oui. En gros, effectivement, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens. Ça reste les médias, voilà, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le gros catalyseur, en réalité, plus même que la télé elle-même. Et en réalité, oui, on continue d'influencer jour après jour une grande partie de la population française. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que quand les gens disaient ouais mais la France insoumise, est-ce que vous allez y arriver, on a un mouvement qui a quelques années en fait, et on est un endroit d'Europe où la gauche de rupture peut le plus gagner, et en fait en plus 9 ans, excuse-moi, et en fait ça prend du temps, mais le chemin parcouru, Adrien peut en attester mieux que moi, parce que moi je suis arrivée il y a pas si longtemps, je suis arrivée il y a 4 ans, bientôt 5, mais en fait est énorme. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant quand on marche dans la rue, quand on est au contact des gens, mais dans n'importe quelle ville de France. Enfin, les jeunes qui viennent vous voir, les gens, même aussi des personnes âgées, et c'est beau. Donc en fait, si, on a un impact sur la société. Des fois, il faut se cogner, des sinistres personnages, oui, comme Monsieur Consigny. Et donc voilà, vous avez vu, c'était une palette. Il a menti, il m'a diffamé. Ouais. Voilà. Bon, et ben merci. C'est sur cette note d'espoir et de force qu'on va conclure cet entretien. Merci encore à Alma, à Adrien et à Hugo d'avoir répondu à mes questions. On n'aura pas le temps pour les questions du public, mais à la fin de l'événement, ils restent un petit peu ici, donc ils seront, si vous voulez discuter un peu avec eux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci à vous trois encore.